Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA est dans la phase opérationnelle du processus de libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Son dernier communiqué signé de son président Ibrahim Sissavané donne entre autres les grandes dates concernant, on les appelle d'ordre. Lutte contre le banditisme en Côte d'Ivoire, la police ivoirienne est mobilisée chez la mise en place d'une opération baptisée Épervier. Lutte contre la criminalité chez la grande délinquance dans le district d'Abidjan. L'opposant congolais Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle, poursuivi par la justice de son pays, a quitté hier vendredi soir la République démocratique du Congo, officiellement pour se faire soigner en Afrique du Sud, sans perspective de retour à court terme. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Une mission de soutien du secrétariat continental du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, était cette semaine ici à Abidjan. Il s'est agi pour la délégation d'échanger avec le ministre de l'intégration africaine et des partenaires du MAEP pour un plus grand soutien et appui au mécanisme. Thomas Gessambi. Une mission de soutien du secrétariat continental du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, accompagnée par la Commission nationale du MAEP, rend visite au ministre de l'intégration africaine, Ali Koulibaly. La délégation conduite par son vice-président Mahamoud Youssef Kayal est allée échanger avec le ministre en sa qualité de point focal du MAEP en Côte d'Ivoire. Les débats ont porté sur les progrès de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du MAEP, le rôle des parties prenantes et particulièrement l'état et l'examen du financement du processus. Il est ressorti de toutes ces rencontres que la Côte d'Ivoire est prête pour aller à l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape de l'évaluation interne de la gouvernance sur son territoire. Mais avant, au siège de l'institution à Cocody, la mission de soutien et la Commission nationale ont eu une rencontre avec les partenaires techniques et financiers sur leur appui au mécanisme. La rencontre qui sera suivie d'une séance de travail avec d'autres parties prenantes à l'université de Cocody. C'est à cette rencontre que Youssef Kayal va donner un satisfecit officiel à la Côte d'Ivoire pour la mise en place effective du MAEP. La Côte d'Ivoire va vite, très vite même. Ils n'ont pas seulement mis les instituts, ils sont partis très loin, ils ont mis un budget triennal pour accompagner la Côte d'Ivoire à l'auto-évaluation, à l'évaluation et après l'évaluation. Nous dirons chapeau à la Côte d'Ivoire. La prochaine étape du mécanisme en Côte d'Ivoire sera pour la Commission nationale du MAEP de parcourir tout le pays pour la phase pratique du mécanisme. Nous vous le disions dans nos titres, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA est dans la phase opérationnelle du processus de libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Son dernier communiqué signé de son président Ibrahim Sissavané donne entre autres les grandes dates concernant les appels d'offres. Adama Koné. Dans la perspective de la libéralisation de l'espace télévisuel en Côte d'Ivoire et en conformité avec la décision du gouvernement lors du Conseil des ministres du 24 février 2016, fixant le lancement de l'appel d'offres en mai 2016, le Collège des membres de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, a tenu une session extraordinaire les 14 et 15 mai 2016 à Grand-Bassam, pour examiner un ensemble de dossiers et de projets de décision relatifs à la libéralisation projetée. Ce processus de libéralisation de l'espace télévisuel en mode numérique interviendra conformément aux normes adoptées par l'UEMOA et la CEDEAO. Avec l'appui du gouvernement et en étroite collaboration avec le Comité national de migration vers la télévision numérique de terre, CNM-TNT, la ACA conduit ce processus d'ouverture de l'espace télévisuel dont les premiers appels d'offres sont prévus pour ce mois de mai 2016. Le chronogramme actualisé de la ACA, qui tient compte de la période indiquée par le gouvernement, fixe la date de lancement des appels d'offres au lundi 30 mai 2016. Ce processus
entamée avec le lancement des appels d'offres, suivi de l'ouverture des plis le lundi 31 octobre 2016, aboutira à la signature des conventions avec les opérateurs attributaires une fois que le premier site de diffusion du réseau TNT sera opérationnel. Les jeunes filles pensionnaires de l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Benjeville, ont reçu la visite du ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Euphrasie Yao Kwasi est allé s'imprégner des réalités que vivent les enfants de troupes. Abou Sanogo. La ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant en visite à l'école militaire préparatoire technique de Benjeville, Euphrasie Yao Kwasi est allée s'imprégner des réalités que vivent les jeunes filles de l'école militaire préparatoire technique afin de mieux orienter son plaidoyer et l'appui de son ministère à la prise en compte de leurs besoins. Elle les a invités à travailler dans la dynamique de l'excellence. Par ailleurs, Euphrasie Yao a offert aux jeunes filles de l'école militaire préparatoire technique la somme de 1 million de francs CFA. Vous démontrez que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a eu raison de briser cette barrière de glace à l'entrée des filles à l'EMPT de Benjeville. Vous constituez une preuve majeure que le moment est favorable et que ce moment, c'est maintenant, de renforcer la participation des femmes dans tous les secteurs d'activité. Le général Sékou Touré, représentant le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a remercié la donatrice pour son soutien à l'endroit des pensionnaires de l'école militaire préparatoire technique de Benjeville. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire sont en phase avec la politique du genre initiée par le gouvernement et nous restons entièrement disposés au niveau de l'état-major général à apporter notre pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire rayonnante, respectueuse des droits des minorités et des personnes vulnérables. Le MPT a accueilli la première promotion de filles pendant l'année académique 2013-2014. Sur un effectif total de 772 élèves que compte l'établissement en cette année académique 2015-2016, on dénombre 92 filles, soit 20 en classe de 4e, 34 en classe de 5e et 38 en classe de 6e. Parlons maintenant de drogue et d'alcool en milieu scolaire pour prévenir la consommation de drogue et de l'alcool dans les écoles de la commune de Yopougon. La Croix-Bleue section de Yopougon a organisé hier, vendredi, des conférences de sensibilisation à l'endroit des élèves du cours secondaire méthodiste de Yopougon avec pour thème prévention de l'usage de l'alcool et des drogues en milieu scolaire. Patricia Omouitia. Des images choquantes pour sensibiliser les élèves à l'un des phénomènes les plus préoccupants pour les parents d'élèves, la consommation de drogue et d'alcool en milieu scolaire. Au niveau de l'alcool, certains élèves ont été soupçonnés et même pris les mains sur les faits. Au niveau de la drogue, certains élèves aussi ont été tentés et même certains sont venus ici avec des herbes. Mais on a dû les aider à repousser cela. Malheureusement, ceux qui ont insisté ont été renvoyés. À travers ces images, le conférencier veut amener les élèves à douter de ce qu'ils pensent savoir sur les drogues et l'alcool. Le but est de créer un véritable électrochoc et de briser les idées reçues. Si les images sont choquantes, la réalité est encore plus choquante dans notre pays où les questions de drogue sont devenues un véritable problème de développement, un véritable problème social et sécuritaire. Pendant plusieurs heures, les élèves ont échangé avec le conférencier. Les sorties fréquentes entre amis et la présence de buveurs dans l'entourage des jeunes sont des occasions pour les adolescents de s'adonner à l'alcool. Par exemple, à la fête de Noël, comme ça, on vient, on partage les repas en famille. On peut à la rigueur accepter que je boive un verre de vin. Je ne termine pas. En dehors de ça, j'aime pas la bière, le goût ne me plaît pas. Donc, la seule boisson que je bois sont les sucreries. Je ne vais pas toucher à l'alcool ni à la drogue. Parce que vu ces différents éléments exposés, l'alcool, la drogue et le tabac nous rendent dépendants. Et donc, ces dépendances-là nuisent à nos études. Ces actions de sensibilisation et d'information sur les dangers de l'alcool et des drogues en milieu scolaire se poursuivent dans plusieurs établissements de Yopougon.
Allez, tout à fait autre chose à présent. Sachez que la mangue ivoirienne est désormais consommée sans difficulté par les pays de l'Union européenne. Cela grâce aux efforts de l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre Sangafoua Coulibaly et une délégation de l'Union européenne se sont rendus à Korogo, lieu de grande production de mangue, pour visiter justement les conditions de l'exportation de la mangue dans une usine de conditionnement et de commercialisation de ce fruit. Et c'était en présence d'Abdoul Kader Segodogo de RTI Boaké. En novembre 2014, la Côte d'Ivoire a été saisie par l'Union européenne de la présence des pucus de la mouche des fruits dans les mangues à destination des pays européens. La même année, 76 conteneurs contaminés ont été interceptés en provenance du pays. Pour lutter contre les piqûres de mouches des fruits, qui constituent un risque phytosanitaire pour les consommateurs, l'État a dégagé 1,7 milliard pour le traitement des vergers. 2 ans après la mise en œuvre du projet, aucune interception n'a été enregistrée. Pour voir de plus près les conditions d'exportation des mangues, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Coulibaly, et une délégation de l'Union européenne se sont rendus dans une usine à Korogo. De la réception des mangues venues des champs à leur mise dans les remorques frigo, en passant par les tris et les marquages, toutes ces étapes ont été visitées. Mamadou Sangafoua Coulibaly a félicité les acteurs de la filière qui travaillent pour donner de la valeur ajoutée à la mangue ivoirienne. Pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, les usines ne doivent pas servir uniquement pour 30 à 45 jours, temps de la campagne de mangue. Il a annoncé que des initiatives sont en cours d'élaboration pour utiliser ces usines pour d'autres spéculations. Quant à Jean-François Valette, chef de délégation de l'Union européenne, il a félicité la Côte d'Ivoire pour ses efforts en vue de la relance de la filière mangue. La mangue est le 3e fruit exporté par la Côte d'Ivoire après la banane et l'ananas. La Côte d'Ivoire est ainsi le premier exportateur africain de mangue et le 3e fournisseur mondial sur le marché européen après le Brésil et le Pérou. La direction régionale du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD, est de retour en Côte d'Ivoire. En 2003, cette direction régionale pour l'Afrique de l'Ouest a été délocalisée à Ouagadougou, au Burkina Faso. Elle est désormais logée dans le bâtiment qui abrite l'Institut de recherche pour le développement à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Mississauga. Après 13 ans, la direction régionale du CIRAD revient en Côte d'Ivoire, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Elle avait été délocalisée à Ouagadougou au Burkina Faso en 2003 à la faveur de la crise militaro-politique. La mission du CIRAD produit et transmet de nouvelles connaissances pour l'amélioration de l'agriculture des pays du Sud. Une cérémonie officielle donc pour sceller la coopération ivoiro-française en matière de développement agricole. Le CIRAD sera l'opérateur avec principalement le CNRA de Côte d'Ivoire, l'opérateur recherche et innovation qui va porter, à travers les compétences que nous avons, les solutions et les innovations au service de l'agriculture ivoirienne dans la diversité de ses productions et de ses situations. Et le travail est considérable, l'ambition est forte, les sujets de développement nombreux et nous sommes là pour aider à ce que tout cela se réalise. Sur de nombreuses spéculations, nous connaissons des problèmes. Quand on prend le cacao, on connaît le shoot and shoot. Quand on prend le manioc, qui est un élément important de l'alimentation ivoirienne, il y a des maladies qui sont liées au jaunissement. Il y en a de même pour le cocotier. Donc ce sont des éléments importants de notre économie et nous avons besoin donc de l'accompagnement, de l'expertise du CIRAD pour pouvoir relever ces défis-là qui se présentent à l'économie ivoirienne. En Côte d'Ivoire, le secteur agricole représente 22% du produit intérieur brut, PIB, et plus de 50% des recettes d'exportation. Selon la Banque mondiale, ce secteur constitue les 2/3 des sources d'emploi et des revenus de la population. Le concours du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD est donc un apport de plus pour les chercheurs qui font face aux différents problèmes du monde agricole. À Mississauga, les résultats du diplôme d'expertise comptable et financière d'Ecofish de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont connus. Sur 31 candidats, 27 ont été déclarés admis. Parmi eux, 6 Ivoiriens qui accèdent ainsi au corps des experts comptables. Retrouvons Abdoul Kader Segodogo de RTI Boaké.
Le cursus du diplôme d'expertise comptable et financière de l'UEMOA d'Ecofi enregistre 27 nouveaux titulaires. C'est le verdict de la 5e session dévoilée à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Avec un bac plus 4 en sciences de gestion, ces diplômés sont entrés dans 3 écoles. Le CESAC de Dakar, l'Université de Cocody et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Après 1 an de formation, ils ont obtenu le diplôme d'études supérieures de comptabilité et de gestion financière. Au bout de 3 ans de stage dans des cabinets agréés par l'UEMOA, ils peuvent enfin être titulaires du diplôme d'expertise comptable et financière de l'UEMOA d'Ecofi. Cette année, 11 Sénégalais, 2 Togolais, 5 Burkinabés, 1 Malien, 1 Béninois, 1 Togolais et 6 Ivoiriens ont été déclarés admis. La rigueur et le mérite étant les seuls critères. C'est la seule manière pour nous, justement sans complaisance, d'œuvrer pour une contribution beaucoup plus marquante dans le domaine scientifique. Des diplômés heureux d'avoir atteint leurs objectifs. Le parcours a été très long. Il a été long, mais je crois qu'avec la ténacité qu'il faut, avec la volonté, on y arrive. Pour cette 5e session, 31 candidats postulaient au diplôme d'expert comptable. 4 ont été ajournés. Deuxième grand titre de cette édition, lutte contre le banditisme en Côte d'Ivoire. La police ivoirienne est mobilisée. Elle a mis en place une opération baptisée Épervier, lutte contre la criminalité et la grande délinquance dans le district d'Abidjan. Elle est appuyée par le Centre de coordination de décisions opérationnelles, CCDO. Les patrouilles ont permis de faire d'importantes saisies de stupéfiants et plusieurs interpellations. Abou Sanogo suit cette opération pour RTI 1. L'opération Épervier de sécurisation des personnes et leurs biens est en marche. Préfecture de police d'Abidjan. La haute hiérarchie de la police nationale au grand complet procède au débriefing. Les unités déployées déjà sur le terrain réussissent à interpeller un suspect pris en flagrant délit d'agression. Je descendais du bac et puis il prend mon téléphone. J'étais au nombre de 5. Il m'a parlé de remettre mon téléphone, il me donnait 10 000. Il a enlevé le couteau là. Bon, moi j'ai reculé et puis il a foncé sur moi. J'ai esquivé. Le couteau là, ça m'a déchiré ici. Cap sur la commune de Yopougon. L'opération de ce week-end consiste à de grosses patrouilles avec des brigades de 5 à 6 éléments avec à leur tête des officiers. Leur mission est claire, passer au peigne fin toutes les zones criminogènes, dissuader d'éventuels délinquants et bandits et rassurer la population. Il y a beaucoup de policiers afin de traquer jusqu'à dans leur dernier retranchement les jeunes délinquants qui perturbent la quiétude, n'est-ce pas, des Abidjanais. Les éléments des différentes unités de la police nationale sont présents sur la voie. Beaucoup sont en civil. La traque contre les délinquants est donc lancée. Objectif, zéro criminalité. Le message de sensibilisation a été déjà donné. Comme vous le savez, Épervier étant un rapace très redoutable. Il est déjà en marche. Un tour au district de police de Yopougon. Le chef du poste de commandement, le commissaire Yokolo rassure. L'opération se déroule bien. À Bobo, zone prioritaire de sécurité. Nous sommes au district de police. L'Épervier a mis la main sur une importante quantité de drogue, d'armes blanches et de comprimés non enregistrés et a interpellé 2 suspects. Les districts de police de Cocody, de Marcory et d'Adjamé ont été visités par la délégation conduite par le directeur général adjoint de la police nationale chargé de la sécurité publique, Youssouf Kouyati. 3500 éléments issus des différentes unités de la police nationale appuyés par le CCDO ont été mobilisés pour l'opération Épervier. Et c'était un reportage d'Abou Sanogo. Nyégrobouéchi, village du département de Sassandra, connaît de nombreux problèmes, ce qui a amené ces cadres à organiser une journée de réflexion. Objectif, rechercher les voies et moyens pour développer Nyégrobouéchi. Eugène Atoubé. Dans le village, l'eau potable reste une quête pour les populations. Ici, on ne boit que de l'eau de pluie. À Nyégroboué, 2 pompes hydrauliques sont pourtant bien visibles, mais ne sont plus fonctionnelles depuis belle lurette. Ce village de plus de 5000 âmes et sans électricité, dans la sous-préfecture de Sago, attend toujours la réalisation de la promesse du conseil régional du Bouaklé. Pour accéder à Nyégroboué,
C'est un véritable parcours du combattant, faute de route praticable. Et en cette période de pluie, c'est un calvaire que vivent les usagers de l'axe qui mène à ce village. Ce sont ces manques et besoins à combler des populations que la mutuelle de Nyegouboué a ressassé lors de la journée de réflexion sur le développement de ce village. Un village qui, selon Eustache Babo, président de cette mutuelle, n'a bénéficié d'aucun investissement depuis plus de 10 ans. Et pourtant, indique-t-il avec fierté, Nyegouboué est le premier village de la sous-préfecture de Sago à bénéficier d'une école primaire et d'un centre de santé. Aujourd'hui, dans le dénuement et à très faible capacité d'accueil. À la faveur de la rencontre des cadres du village de Nyegouboué, les populations ont pu bénéficier d'une séance de consultation médicale gratuite. Le développement en Côte d'Ivoire se fait dans toutes les localités ou presque. C'est le cas de Bonikro, village du département de Béoumi, où la construction d'un château d'eau, d'un pont et le reprofilage de routes menant à Bonikro ont été fêtés. Chez cette fête dédiée au développement a été marquée par la pose de la première pierre du centre de santé du village. Brahima Doubia, RTI Boaké. Bonikro, village situé à 17 km de Béoumi, chef-lieu de département, veut amorcer son développement. Grâce à l'union et l'attente des cadres, des projets de développement et plusieurs réalisations sont visibles pour le bonheur des populations, au nombre desquelles une route reprofilée, un pont construit, un château d'eau et un centre de santé en cours de réalisation, dont la première pierre a été posée par Madame Brou, représentante de Janine Kakou Diagou, marraine de la cérémonie. La réalisation est possible grâce à un appui financier à hauteur de 15 millions de francs CFA de la fondation de la structure bancaire de la marraine. Nous demandons à tous les fils d'aller à l'école que nous venons de créer, c'est-à-dire ne pas forcément tout attendre de l'État. Prenons les initiatives, les bonnes volontés viendront nous aider. Nous estimons que nous devons soutenir tout ce qui permet aux populations d'atteindre en tout cas l'épanouissement dont ils ont besoin. Il s'agit pour nous de sortir nos populations des souffrances qui biaisent le développement de notre pays. Vous savez très bien que le chef de l'État a lancé un défi, ce n'est pas un défi politique personnel, c'est un défi à l'ensemble des Ivoiriens d'accéder à l'émergence. Mais l'émergence est à la base, c'est dans les hameaux les plus reculés. Les fils de Bonikro entendent donner l'exemple aux autres cadres de leur sous-préfecture, Andé Krukrunou, afin qu'ils posent des actions de développement en faveur de leur population. Un commentaire de Charles Tatou. Les différentes communautés vivant dans la région du Gor ont initié des rencontres régulières, des cadres de concertation pour renforcer la cohésion qui règne entre elles. Pour cette année 2016, c'est la communauté Baoulé de cette région qui a accueilli les autres communautés, nous dit Kwasi Mamadou. Dandakro. C'est ce village baoulé de la région du Gor qui a accueilli la rencontre annuelle des chefs de communauté de cette région de la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui réunit les chefs Bété, Baoulé, Gouro, Gwan et Gagou des départements de Gagnoa et Doumé. Au centre de ce rendez-vous communautaire, le renforcement de la cohésion sociale. Ces différentes communautés répondent ainsi à l'appel des autorités politiques, administratives et coutumières de la région du Gor qui prônent l'union et le vivre ensemble, le développement de leur localité. Les différents porte-paroles ont réaffirmé leur engagement à vivre ensemble, malgré leur diversité culturelle, pour la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi pour contribuer à son développement. Des engagements salués par le président du conseil régional du Gor, Bagnon Guégué, a demandé le renforcement de la cohésion sociale qui règne entre ces communautés. Il a souhaité également que la région du Gor serve d'exemple en matière de brassage culturel. Le ministre Louis Dakouri Tablé, parrain de la cérémonie, a salué les initiatives des chefs de communauté. Il a exhorté ses chefs à prôner la paix et le pardon pour une vie harmonieuse dans la région du Gor. Parlant du couvert forestier, le ministre des Eaux et Forêts a par la même occasion sensibilisé la population sur la déforestation. Lui, André Dakouri Tablé, a invité les populations à la préservation du couvert forestier à travers la maîtrise des cultures agricoles. Après 17 ans sans chef, Kwetebonou, village de la commune de Sakassou, a un nouveau chef. Les cadres de ce village ont décidé de le soutenir pour qu'il puisse conduire à bon port le développement de leur village.
L'accès à l'eau potable et à l'électricité constituent aujourd'hui deux commodités pour le développement de tout village. Grâce au programme présidentiel d'urgence PPU, initié par le président de la République Alassane Ouattara, de nombreux villages du pays ont vu les conditions de vie de leur population s'améliorer. Pété Bonon, village de la commune de Sakassou, a aussi bénéficié de ces infrastructures de base. Toutes ces commodités sont profitables au village quand il y règne une atmosphère de cohésion et de paix coordonnée par un chef de village. Pété Bounou est son chef depuis septembre 1999, date du décès de son 9e chef. Ce vide est désormais comblé grâce aux efforts conjugués des filles et fils du village réunis au sein d'une mutuelle. Un acte pour accélérer le développement. Construction d'un centre de santé, d'un foyer polyvalent, mise en œuvre de projets pour la fixation des bras valides au village et création d'activités génératrices de revenus pour les femmes. Tous ces projets seront conduits par le nouveau chef Ananangue Sandjea, un chef sur lequel la mutuelle de développement de Pété Bounou compte pour impulser une nouvelle dynamique à l'essor du village. Cette cérémonie d'intronisation du 10e chef de village de Pété Bounou a été une occasion pour la population de témoigner leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour leur avoir donné l'eau potable et l'électricité. Un reportage d'Hassan Khan et Abdul Kader Segodogo de RTI Bouakesh. Les populations de Kononfla dans le département de Saint-Fra ont aussi opté pour le développement de leur localité après les intercommunautaires. Pour ce faire, elles ont initié une rencontre sous la présidence du préfet du département. Cette rencontre a donné lieu au choix des nouveaux chefs pour représenter les populations auprès de l'autorité de l'État. Thérèse Tapeyoboué. Kononfla est une sous-préfecture située à 34 km de Saint-Fra, chef-lieu de département. Avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2010, cette localité a connu des conflits intercommunautaires, laissant un vide au niveau de la chefferie traditionnelle. Sur initiative du préfet du département, les populations ont décidé de tourner la page de la division pour ne penser qu'au développement de cette jeune sous-préfecture, grande productrice du binôme café-cacao et du vivrier. Le message du préfet ayant été bien perçu, les populations de Kononfla ont un nouvel auxiliaire de l'administration en la personne de Youzambi Biagone, 5e chef après Séverin Gorebi décédé. Le sous-préfet de Kononfla, Lansana Meïté, a remis au nouveau chef son arrêté de nomination en présence du préfet Nianson Konya, représentant le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Le parrain de la cérémonie, Valentin Liabi, a profité de l'occasion pour inviter les populations de Kononfla à la paix et à la cohésion pour sortir cette localité de sa léthargie. La cérémonie a été marquée par la remise de dons du ministre Ahmed Bakayoko à la chefferie traditionnelle. Autre titre de cette édition, l'opposant congolais Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle, poursuivi par la justice de son pays, a quitté hier vendredi soir la République démocratique du Congo, officiellement pour se faire soigner en Afrique du Sud sans perspective de retour à court terme. Sidonie Davila. C'est à 18h03 GMT ce vendredi soir que Moïse Katumbi a décollé de l'aéroport international de Lubumbashi en RDC pour Johannesburg en Afrique du Sud. Avec lui, son épouse et son médecin traitant. L'opposant congolais est arrivé à l'aéroport à bord d'une ambulance qui a roulé sur le tarmac jusqu'à l'appareil pour lui permettre d'embarquer. Il sera en Afrique du Sud pour des soins médicaux sous autorisation de la justice congolaise. Si l'on ignore encore la nature des soins et le nom de l'hôpital devant recevoir l'homme d'affaires congolais, ses avocats affirment qu'il a été blessé lors d'affrontements entre la police et ses partisans à Lubumbashi le 13 mai lors de sa 3e audition. Ce sont donc ces blessures qui sont à l'origine de son hospitalisation, selon sa défense. Les détracteurs de Moïse Katumbi l'accusent quant à eux de simuler une maladie pour se soustraire à la justice. Pour le moment, son retour en RDC n'est pas à l'ordre du jour, même si son retour pour faire face à la justice était l'une des conditions de son départ. Candidat déclaré à la succession du président Joseph Kabila, Moïse Katumbi a été inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État dans une affaire de recrutement de présumés mercenaires étrangers. Et s'il est reconnu coupable, l'ex-gouverneur du Katanga encourt la prison à vie.
Terminons avec cette information. Le bureau d'enquête et d'analyse BEA a confirmé que la 320 d'Egypte Air qui s'est abîmée en Méditerranée jeudi a transmis des messages automatiques indiquant qu'il y a eu de la fumée en cabine, mais estimé qu'il était trop tôt pour interpréter ces éléments. Par ailleurs, des sièges d'avion, des valises et des restes humains ont été repêchés hier vendredi au large des côtes égyptiennes, justement au lendemain du crash de l'avion Paris, le quai d'Air d'Égypte. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.